Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je reçois au micro Catherine Grangeard pour parler de la sexualité des femmes ménopausées. Catherine est psychologue de formation et psychanalyste depuis plus de 30 ans. Femme engagée, féministe depuis le plus jeune âge, elle a publié plusieurs livres, dont Obésité, le poids des mots, les mots du poids, publié chez Calment Lévy, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, publié chez Erol, et plus récemment, Il n'y a pas d'âge pour jouir, publié aux éditions Larousse, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors dans cet épisode, nous allons aborder entre autres les questions suivantes. Quel rôle joue la sexualité dans nos vies ? Quels sont les messages que la société véhicule sur la sexualité des femmes ménopausées ? Quel est le lien entre le désir d'une femme et le besoin de se sentir désirée ? Comment une femme peut assumer sa sexualité, quel que soit son âge, et pourquoi c'est important ? Et quelle est la relation des femmes avec leur miroir ? Alors bonjour Catherine, bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Alors, vous êtes une experte de l'obésité et en 2020, vous avez eu envie d'écrire un livre sur la sexualité des femmes de 50 ans. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Il me semble que l'invisibilité des femmes en excès de poids et de celles qui ont pris de l'âge se ressemblent. Ce sont des corps dits non désirables par des normes extrêmement sévères véhiculées par les magazines, par les médias, par tout un tas de plateformes. Moralité, quand j'entends Yann Moix dire qu'à partir de 50 ans, les femmes ne sont plus désirables, je fais un lien immédiat dans ma tête et j'ai envie d'écrire quelque chose pour creuser cette histoire de visibilité sexuelle, invisibilité. Parce que à la fois, on a horreur qu'on nous regarde comme un bout de viande et par ailleurs, on a horreur de ne plus exister dans le regard de tout un chacun parce que la limite d'âge serait franchie ou la limite de l'IMC. Et c'est ceci qui m'a intéressée de creuser pour entendre ce que les femmes peuvent dire de leur vie sexuelle, de l'importance du désir dans l'existence et ceci jusqu'au bout de la vie. Alors, vous avez dit au micro du podcast Métamorphose de mon amie Anne Guéquière, la sexualité fait partie de l'existence. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, quel rôle la sexualité joue dans nos vies ? La sexualité, c'est dans la vie. Et on a des moments où on peut être en panne de sexualité pour des raisons multiples.
Mais si c'est soi-même qui décide, c'est pas du tout la même chose que d'être mise au rebut. La sexualité, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est pas un en plus, c'est pas quelque chose qui serait à minimiser parce que ce serait futile. Non, pas du tout. La vie sexuelle, c'est quelque chose qui est fondamental et qui pose les personnes dans une sorte d'équilibre. On dit que la santé sexuelle fait partie de la santé tout court et la libido, le désir de vie s'exprime peut-être sexuellement, peut-être autrement, peut-être les 2 à certaines heures de la journée. Mais en tous les cas, il y a dans la vie sexuelle quelque chose d'essentiel, y compris dans les périodes où il y a des pauses sexuelles pour des raisons multiples. Mmh. Alors, votre livre s'appelle Il n'y a pas d'âge pour jouir. Que mettez-vous derrière le mot jouir? Jouir, c'est à la fois physique, l'orgasme, physique, le fait de prendre plaisir dans une vie sexuelle et jouir d'être la personne qu'on est. On peut jouir, vous savez, d'un bien, on peut jouir d'une propriété, on peut jouir d'une possibilité d'être et de rayonner et de briller. On peut jouir de beaucoup de choses et jouir d'une excellente soirée avec des copines, jouir d'un week-end au bord de la mer, jouir d'un beau paysage. Tout ceci fait partie de l'existence et jouir sexuellement est quelque chose d'extrêmement intense, comme nous le savons bien. Mmh. Alors la société véhicule donc ce message, que après 50 ans, la femme n'a pas de sexualité ou en tout cas la femme disparaît de cette représentation en fait de la sexualité. Pourquoi selon vous? Alors ça, c'est vraiment une question, à approfondir énormément. Parce qu'il y a, quelque chose de très culturel, hein, c'est pas du tout naturel. Les femmes, quand on les interroge et quand on les écoute parler surtout, heu, témoignent du fait qu'il n'y a pas de baisse de désir sexuel. Mais en revanche, elles peuvent se sentir mal à l'aise avec ce que la société pourrait condamner. La société peut condamner parce que, je l'ai déjà abordé, le fait que les corps, en vieillissant, ne sont plus les prototypes de la beauté, présentés par des médias, des magazines, des gens qui vendent des crèmes, d'autres qui vantent les bienfaits d'aller à la salle de sport et cetera et cetera. Il y a dans ce qu'on appelle beauté, quelque chose qui est construit et l'âge va faire que nous ne correspondons plus à ce qui est défini comme étant l beau et c'est ce qui est gênant pour beaucoup de personnes, les femmes en particulier, parce que le corps des femmes ne leur appartient pas finalement. Le corps des femmes est vraiment déterminé par ce qui est jugé de l'extérieur. Donc j'ai parlé des kilos, mais on va aussi évidemment élargir à tout ce qui ne serait pas stricto sensu désigné comme étant désirable. Donc, l'âge intervenant, il y a quelque chose qui s'intègre, et c'est ça qui est grave, qui vient dans l'esprit de nombreuses personnes, hommes et femmes, comme étant moins bien qu'auparavant. Et nous avons culturellement quelque chose qui a été construit entre sexualité et reproduction. Or, on sait bien qu'on ne fait pas l'amour seulement pour avoir des enfants, parce qu'en Occident, on aurait 2 rapports sexuels peut-être dans une vie pour avoir 2 enfants. Donc c'est ridicule. Maintenant que la contraception est présente, il y a une réalité de vie sexuelle déconnectée de la reproduction. Or, la ménopause, c'est la fin de la reproduction. C'est la fin de la possibilité de porter des enfants pour les femmes et c'est là où il y a un piège entre
une adéquation complètement culturelle de sexe et possibilité de faire des enfants. Mmh. Mmh. Et donc, ce que vous semblez dire, en fait, c'est que cette construction sociale de ce schéma de beauté auquel on ne correspondrait pas si on a des kilos ou si on prend de l'âge, serait en fait ce qui nous empêche de jouir? Non, dans l'acte sexuel, il n'y a pas une correspondance Oui, entre non, oui, l'âge. dans l'acte, mais dans le fait de s'accorder la permission de déployer notre sexualité ou dans le fait de se sentir sexuel, alors que la société semble nous envoyer le message qu'on ne peut pas l'être, vu qu'on ne correspond pas à ces critères de beauté définis. C'est ça. Voilà. Il y aurait quelque chose qui serait prescrit d'arrêter la vie sexuelle. Or, les femmes qui continuent la vie sexuelle disent au contraire que ça se passe 1000 fois mieux à 50 ou 60 ans qu'à 20, parce qu'il y a beaucoup plus de liberté dans le rapport à son corps, dans l'acte sexuel, et qu'à 20 ans, il n'y a pas cette expérience acquise au fil des années et il n'y a pas cette possibilité de jouir du corps autant que chemin faisant. Et c'est là où il y a quelque chose de très, enfin, c'est affreux de penser que les femmes ont un mal fou à trouver des partenaires si elles sont célibataires, divorcées, et cetera, veuves, alors que, elles ont une vie sexuelle potentielle extrêmement épanouissante. Donc ça, c'est vraiment un vrai drame. Les hommes continuent à être séduisants avec les cheveux gris, avec, et cetera. Les femmes, on leur demande, alors maintenant, beaucoup de femmes ont pris le contre-pied, mais on leur demande de se teindre les cheveux. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne colle pas dans le vieillissement entre femmes et hommes, où Oui. les uns ont le droit de vieillir, les autres devraient devenir invisibles. Oui, et on ne parle pas, on met un peu les femmes au placard, après 50 ans en disant qu'elles ne sont plus, catégorisées comme étant des femmes, sexuelles, et on ne parle pas, à l'opposé des problèmes que les hommes peuvent rencontrer avec l'âge dans leur sexualité. Ça n'est c'est un non-sujet. Enfin, C'est disons qu'il y a du Viagra qui a été inventé. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas vraiment un non-sujet puisque la petite pilule bleue Mmh. a connu, et un succès considérable. On sait que l'érection des hommes diminue très vite à partir de 35 ans et toute la vie, actuelle moderne aggrave l'érection des hommes. Mais les femmes qui, ont un désir sexuel, sont, quel que soit l'âge, un peu mal vues. Et il reste quelque chose de la salope et du Mmh. don Juan. Et Oui. elle serait gourmande, elle serait sorcière, elle serait tout un tas de choses très négatives. Mmh. Or, dans notre esprit à nous, femmes, nous ne sommes pas dans un autre monde, sur une autre planète. Donc il y a quelque chose qui vient limiter, notre liberté Mmh. d'expression de désir et de plaisir d'ailleurs, ju jusqu'au moment où on y réfléchit et c'est cela que j'essaie de montrer dans ce livre ou lorsque il y a une conversation comme avec vous ce soir dans un podcast, il y a besoin de réfléchir pourquoi on pense comme ci, comme ça, alors que peut-être nos corps nous disent autre chose. Mmh. Pourquoi, aurions-nous du mal avec le désir sexuel qui ne meurt pas alors qu'on nous voudrait invisibles, alors qu'on ne nous regarde plus de toute manière. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez, étrange et donc plus on va en parler, comme d'habitude, le fait d'en parler, ça permet la réflexion, y compris des hommes. Mmh. Mmh. Merci. Alors, j'ai reçu au micro de ce podcast, dans l'épisode 34, le docteur Daniel Flomenbaum pour parler de son livre Femme désirée, femme désirante. Est-ce que vous voyez un lien entre le désir d'une femme et le besoin de se sentir désirée? Le désir d'une femme, c'est quelque chose qui est
la base. Certaines femmes ont besoin de se sentir désirées pour désirer, d'autres femmes non. Certaines femmes partent de leur désir et vont s'appuyer dessus. C'est une histoire singulière. Je pense que dans notre société, nous sommes habitués à répondre au désir de l'autre et peu démarrer avec notre désir. Prenons une salle de danse. Vous attendez qu'on vous invite, que ce soit pour une valse ou pour un rock. C'est Mhm. compliqué pour une femme d'aller vers un homme et de lui dire: «Je vous trouve très agréable à regarder, est-ce que vous voudriez bien danser avec moi?» Vous voyez? On attend d'être invité. Eh bien, dans le désir sexuel, c'est pareil. On attend d'être invité, qu'on nous sourie, que ceci, cela. Dans un bar, les jeunes femmes vont rarement, je parle bien de jeunes femmes parce que quand même les femmes à partir d'un certain âge, si elles vont dans des bars à 55 ans, elles vont être un peu, mal regardées. Eh Mhm. bien, les jeunes femmes vont rarement accoster un gars en lui disant: «Vous voulez que je vous paye un verre?» Mhm. alors que l'inverse est vrai. Donc moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce serait inné qu'une femme ait besoin du désir de l'autre pour répondre. Je pense que c'est culturel. Si Mhm. nous avons une égalité réelle dans la sexualité, nous pouvons très bien faire savoir à Pierre-Paul ou Jacques que nous sommes, open pour, faire connaissance et de là, notre désir, notre éveil, sensuel sera le starter. Sinon, Mhm. c'est l'inverse et c'est pratiquement toujours l'inverse dans notre monde. Oui, parce qu'on nous a appris en tant que femmes très jeunes que, je ne sais pas exactement à quel moment on nous l'a appris, mais c'est une multitude de messages, que ça ne se faisait pas d'aller vers et enfin, d'assumer nos désirs sexuels et de prendre des initiatives par rapport Bien à ce sûr, désir sexuel. bien sûr. On peut éventuellement accepter l'invitation de quelqu'un d'autre, accepter, voilà, accepter une invitation, mais que nous-mêmes, nous allions de l'avant pour aller poser des actions et aller vers une personne pour laquelle nous avons du désir. Ça, c'est quelque chose on nous a donné des messages comme quoi ça ne se faisait pas. Nous ne sommes pas une femme respectable si nous faisons ça. Une femme qui a un désir sexuel est mal vue. En tout cas, dans la sphère publique, quand on est dans un bar et qu'on veut parler à quelqu'un ou quand on va de l'avant pour aller vers C'est quelqu'un, ça, c'est ce c'est que mal je vous vu. disais. C'est tout à fait ça. Je ne sais pas, si à force de répéter, de faire attention aux filles. Fais Mhm, attention, tu pourrais te faire embêter. Fais attention, et cetera, et cetera. Si on n'induit pas non plus quelque chose, qui serait: «N'exprime pas tes propres désirs». Donc ça, c'est assez compliqué, il faut y réfléchir lorsqu'on prémunit nos filles de tout ce qui pourrait leur arriver. Faire attention, ça veut quand même dire, tu peux être, une proie, tu peux être victime. Ça veut pas vraiment dire: «Base-toi sur toi et si tu as envie de faire connaissance avec quelqu'un, vas-y, vas-y». Donc voilà, il y a de l'éducation, à complètement repenser et peut-être à souligner que ce côté, se protéger induit aussi quelque chose de négatif. mhm, mhm, mhm. Donc d'un côté, il y a se protéger, fais attention. Et en même temps, on constate que les femmes dépensent une énergie et un budget considérable dans leur vie à chercher à se rendre désirables. C'est ça, parce que si on n'a pas le droit, comme on vient de le dire, socialement, c'est mal vu d'aller accoster, quelqu'un, bah, il faut se rendre Mmh. désirable pour être accosté et c'est ce problème de l'invisibilité à partir d'un certain poids ou à partir d'un certain âge où vous diminuez votre chance, d'aller dans des rencontres, de séduction, de sexualité et cetera. Donc c'est un peu dingue parce que, nous nous mettons en position d'être proie, tout en disant de faire attention. Parce Mmh. que le fait de se maquiller, le fait de se faire jolie, de bien s'habiller, la mode, le machin, le truc, tout ça montre que nous cherchons
à être abordés. Mais Mmh. néanmoins, nous ne pouvons pas, à défaut d'être mal vus, hein, un peu critiqués, par tout le monde, nous ne pouvons pas ouvertement exprimer le fait que là, on est célibataire et là, on a envie de rencontre. Donc moi, vous voyez, je pose toutes ces questions. Comment fait-on pour avoir des rencontres à partir de 55 ans? Où va-t-on? Dans mon livre, vous avez vu, je propose des auberges. Il y a les auberges de jeunesse, où on sait qu'en allant dans une ville, en voyage, on va rencontrer des jeunes. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des auberges, pas de vieillesse, mais des auberges de personnes, à partir de la cinquantaine, où on irait seul dans une ville, n'importe où, et on saurait qu'on rencontrerait là des gens de nos âges qui, eux, sont également en voyage et qui ont envie, de faire des rencontres, amoureuses ou pas, j'en sais rien, mais ça peut être des rencontres, pour visiter la ville plutôt que seul. Heu, c'est pas le voyage organisé, vous voyez? C'est vraiment Mmh. l'auberge de jeunesse où on sait qu'on pose son sac et puis, on va aller manger une pizza ensemble. Mmh. C'est une très bonne idée. Très, très bonne idée, ça me Voilà, plaît donc beaucoup. c'est le genre de truc qui me plairait énormément et les auberges de jeunesse, ça peut être aussi pour, moi qui suis parisienne, ça peut être aussi à Paris où on va à cet endroit-là boire un verre et on rencontrerait des gens de toutes nationalités et des Français aussi qui viendraient boire un verre dans le but de se parler, dans le but de se Mmh. rencontrer, et plus si affinité, mais c'est pas que pour une rencontre sexuelle. Vous voyez? C'est pas le club libertin, c'est pas ça. Mmh. C'est quelque Mmh. chose qui ouvre aux échanges les gens de plus de 50 et quelques années. Or, ça n'existe pas. C'est aussi dingue que ça puisse paraître. Il n'y a pas d'auberge et il n'y a pas de ce type d'endroit où on peut aller se poser pour prendre, un verre ou dormir quelque part, dans un pays étranger. Vous avez dit aussi dans un de vos livres que ce qui rend la femme séduisante, c'est qu'elle assume sa sexualité, quel que soit son âge. Bien sûr, Mmh. ce qui rend une personne, extrêmement, intéressante, séduisante, c'est, qu'elle soit ce qu'elle est et qu'elle assume, son âge par exemple, mais, la personne qu'elle est, sa personnalité, le fait qu'elle est intéressée par ceci, par cela, qu'elle ne joue pas à être celle qu'on attendrait qu'elle soit, qu'elle ne porte pas les masques, socialement désirables pour une femme de tel âge, ou de tel milieu social et cetera. Donc vous voyez, moi, ça j'insiste. L'empowerment, c'est ça, c'est être capable d'être celle que nous sommes au fond et je pourrais le dire au masculin, hein, pour les messieurs, c'est exactement pareil. D'être la personne que nous sommes, l'être humain que nous sommes et là, il y a au-delà, de la sexualité, il y a quelque chose qui rend la personne attirante, donc aussi sexuellement peut-être. Mais c'est un tout, ce n'est pas que physique, ce n'est pas que dans le but hem, d'un échange qui serait simplement de corps. Il y a des individus qui sont dans ces corps-là, il y a des individus qui sont incarnés. Mmh. Mmh. Alors, on parle d'incarnation et vous êtes justement une spécialiste du corps. Vous avez écrit de nombreux livres sur l'obésité et vous avez aussi écrit le roman La femme qui voit de l'autre côté du miroir. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de la relation que les femmes ont avec leur miroir? En fait, je reste, sur est-ce que je suis spécialiste du corps? Non, je suis psychanalyste. Donc Mmh. moi, c'est la psyché dont je pourrais être spécialiste Mmh. si j'étais spécialiste de quelque chose, mais certainement le suis-je. Mais mon travail a consisté à articuler la psyché et le corps. Il n'y aurait pas d'un côté un corps qui marcherait dans la rue sans tête, enfin, c'est quand même rarissime, n'est-ce pas? Ou de l'autre côté, quelqu'un qui ne serait que pur esprit. Là aussi, c'est rarissime. Nous avons, la plupart des humains, quelque chose
qui est à la fois psychique et physique. Et c'est ça que je veux vraiment défendre, absolument. Ensuite, le miroir. On passe sa vie à ne pas se voir. On se regarde rarement dans le miroir. On se croise de temps en temps dans le miroir, mais on regarde plus les autres gens avec qui on est en interaction que soi-même. Moralité, quand on se regarde, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit de soi? Et c'est peut-être pour ça que le titre est très important, la femme qui voit de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui est derrière le miroir et qui fait que quand je me regarde, je me vois comme ci ou comme ça? Eh bien, ce sont les mots qui ont été dits sur nous physiquement, sur notre corps, sur notre visage. C'est ça qui est derrière le miroir et qui fait que lorsqu'on se regarde, le miroir réfléchit une certaine image. Et réfléchir, c'est parce que il donne à penser ce qui a déjà été dit de nous. Vous voyez l'articulation entre le social, le collectif et l'individu. Elle est profonde. Si vous dites à une petite fille quand elle est bébé, qu'elle est magnifique, que c'est un très joli bébé, et quand elle grandit, qu'elle est vraiment une petite fille extrêmement jolie et tout ça, peu importe la réalité du physique qu'elle a, elle a intégré un narcissisme fondateur, positif et solide. Elle va pas être prétentieuse, elle va juste être bien dans ses baskets. Si en revanche, vous n'arrêtez pas de lui dire: «Fais attention, tu vas grossir, attention, pour une femme, c'est très important le poids» et cetera et cetera. Elle sera complexée et lorsqu'elle se regardera, ce qu'elle verra, ça va être ses bourrelets. C'est le body summer. C'est quelque chose qu'il faut préparer pour l'été, parce qu'on ne peut quand même pas enlever les pulls et se mettre en maillot de bain alors qu'on a un peu de grassouillerie à droite à gauche. Vous voyez, c'est pas possible. Et quand on vieillit, eh bien, on voit les rides, on voit les poches sous les yeux, on voit tout ça, parce qu'à partir de 25-30 ans, on achète des crèmes anti-âge. Vous Mhm. voyez les mots, le poids des mots? Eh bien, tout ceci fait qu'on ne va pas s'apprécier, qu'on va avoir une cruauté à l'égard de nous-mêmes invraisemblable. Nous, les femmes, particulièrement, parce que nos corps n'ont cessé d'être évalués, nos corps n'ont cessé d'être décortiqués beaucoup plus que les garçons. Et je pense qu'il faudrait vraiment instiller quelque chose derrière le miroir pour que nous ayons une douceur avec nous-mêmes, pour que nous ayons une douceur avec nos enfants, nos filles et nos garçons, avec nos copines, pour que nous ayons une douceur parce que la façon dont on va se regarder avec nos propres yeux dépend de ce qu'on a entendu et qui vient interférer entre moi et mon image. Et tant qu'on n'a pas bien pigé ça, eh bien, on est absolument à la merci des mauvais mots, hein, des maudits autrefois. Hmm. Et dans votre livre, vous parlez du phénomène de l'introjection. C'est bien ça, C'est hein? ça, c'est ça. J'introjecte, vous voyez, comme boum, une piqûre, ces mots qui ont été dits. C'est Mhm. quelque chose qui va, dans mon cerveau à moi, colorer le regard que je porte. Je dis aussi souvent: «Le beau est dans le regard». Ça veut Mhm. dire que c'est le regard qui fait le beau. D'ailleurs, c'est la preuve quand les œuvres d'art atteignent des sommes considérables, c'est bien parce qu'il a été dit, décrété que cette œuvre-là, elle est extrêmement chère, chère, chérie, extrêmement importante et c'est pour ça qu'elle vaut autant. Eh bien, dans nos regards à l'égard de nous-mêmes, nous avons quelque chose qui ne nous appartient pas et quelque chose que nous avons tellement introjecté qu'on ne sait même plus dissocier ce qui a été dit de nous de ce qui est ce que nous pensons de nous.
Et cette introjection, c'est quelque chose qu'on retrouve lorsqu'on essaie de penser à plusieurs et donc en thérapie. Mais pourquoi est-ce que vous pensez ceci de vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites: «Ah qu'est-ce que je suis moche?» Mmh. Et vous dites dans votre livre, les filles se regardent être regardées et que c'est une Oui, étape, culturellement genrée. Vous dites, les hommes regardent les femmes regardent les hommes en train de les regarder. tout à fait. Donc en fait, on se regarde pas, on ne se regarde pas. Quand on se regarde, ce qu'on voit en reflet, ce sont tous les messages qu'on a reçus sur notre corps et toutes les impressions, tout ce qu'on pense que les autres pensent de nous, plutôt que de regarder ce que nous, on pense de nous. C'est ça. Le fait d'être regardée pour une petite jeune fille, c'est très important parce que ça veut dire que sur le marché de la séduction, elle aura de la valeur. Donc elle regarde si on la regarde et c'est, ce que nous avons dit tout à l'heure, le fait de ne pas pouvoir aller inviter un cavalier pour danser, le fait de ne pas pouvoir aborder dans un bar un mec qu'on trouve, attirant, parce que sinon on est une salope. Eh bien, il y a quelque chose qui incite la fille à regarder si elle a des regards portés sur elle. Et si elle a des regards portés sur elle, elle se rassure. Mais alors attention, parce qu'il y a des regards qui sont tellement morceaux de viande, tellement déplaisants, tellement qui vous mettent à nu dans le sens de vous n'existez pas en tant que sujet, mais uniquement en tant qu'objet sexuel, ces regards-là ne sont pas désirés. Ce que désirent les filles, c'est des regards qui vont les rassurer qu'elles sont, qu'elles font partie des filles désirables, qu'elles font partie des filles qui seront invitées pour aller danser. Mmh. Vous faites aussi mention dans votre livre de la référence à la poupée Barbie. Je ne sais pas si on vend encore beaucoup de poupées Barbie et s'il y a encore beaucoup de petites filles qui ont des poupées Barbie dans les mains. Mais de comment dès le plus jeune âge, en fait, une petite fille est influencée sur son corps à travers ce jeu, à travers cet objet qui est la poupée Barbie? Oh ma pauvre, mais oui, bien sûr qu'il y a encore énormément de ventes de poupées Barbie. Là, nous sommes avant Noël, hein, eh bien, regardez dans les magasins, le nombre de poupées Barbie et tous les métiers que font les poupées Barbie et patati et patata. Il paraît même qu'elles deviendraient féministes, les poupées Barbie, Mmh. parce que maintenant c'est la mode d'être féministe. Mais c'est ce formatage du corps, il faut être grande, mince, avoir quand même des seins, mais des jambes. Il y a eu des études qui ont été faites sur ces fameuses poupées et une femme qui aurait vraiment ces proportions-là ne tiendrait pas debout. Il Mmh. y a aussi des femmes qui, dans la chirurgie esthétique, demandent à ressembler à la poupée Barbie. Vous voyez, ça va très, très loin tout de même. Mais la différence entre jouer à la poupée, au nounours, à la poupée poupon Mmh. et la poupée Barbie, c'est que la petite fille qui joue avec la poupée Barbie n'est pas encore une, jeune fille qui a des seins et donc elle est en train de s'identifier à une autre qu'elle n'est pas elle-même. Alors que si vous jouez à la poupée et que, elle est comme vous, elle a pas de sein, machin, parce que vous, vous avez 4 ans, vous avez 10 ans, vous n'avez pas encore, cette poitrine et à l'âge où on est, avec ce genre de forme, on ne joue plus à la poupée du Mmh. tout. Donc vous voyez, c'est extrêmement complexant. 1 parce que ça ne ressemble pas à la petite fille qui joue avec cette poupée. 2 parce qu'elle se projette dans un corps tellement idéalisé qui ne sera pas accessible à personne puisque on ne tiendrait pas debout si on était avec des longues jambes comme ça. Donc, ça crée des complexes, ça sexualise la petite fille bien trop tôt et ça ouvre la porte à des tas de difficultés. Entre autres, les régimes que s'imposent les fillettes à l'âge de 11 ans, pour ne pas avoir les hanches qui s'élargissent, alors qu'au moment de la puberté, le corps change. Au moment de la puberté, heu, il est normal
d'avoir des hanches qui s'élargissent. Mais comme on a formaté le modèle de la jolie petite jeune fille, eh bien, elle va essayer de rester très, très mince, alors que le normal serait qu'il y ait un peu de gras qui s'installe sur les fesses et les hanches. Mmh. 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 Ça ouvre, le problème des troubles du comportement alimentaire, vous voyez? C'est pas anodin tout ce truc, et ça sexualise les rapports alors que ce n'est pas l'âge de la sexualité. On appelle, il y a encore dans l'enfance quelque chose à préserver pour que la sexualité arrive en temps et en heure et pas, avant. On appelle la phase de latence jusqu'au moment de la puberté. Or, si on introduit trop tôt de la sexualité, il y a quelque chose qui est déconnecté de ce que ressent, l'enfant. Ah, ça m'intéresse beaucoup ça. À quel âge donc, à quel moment pour un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, à quel moment ça serait sain, parce La qu'on parlait tout à l'heure de cette idée, on dit aux filles, là vous avez dit le mot, il faut préserver, donc derrière préserver, j'ai envie de comprendre ce que vous dites derrière parce que je veux pas qu'on tombe dans le piège de dire aux filles: «Attention, pas le sexe, c'est pas bien». Mais pas du tout, Hem, pas du tout. La phase de latence correspond à une étape qui n'est pas encore la puberté, vous voyez? La phase de latence, ça va jusqu'à la puberté. Si une fillette a une puberté vers 11 ans, eh bien, il y a quelque chose d'hormonal qui installe, des désirs sexuels. Le petit garçon, c'est pareil. Vous voyez la pornographie? Le drame, c'est que ça introduit une sexualité adulte chez le petit garçon qui n'est pas encore à cette étape. Il découvre, la pornographie avant même d'avoir une maturité sexuelle. Il y a quelque chose qui est violent pour les enfants, oui, petites mais filles comme petits garçons. bon, la pornographie, ça c'est très clair que c'est quelque chose qui, en plus, n'est pas une représentation, appropriée de ce qu'est une sexualité, Bien épanouissante. sûr, bien sûr. Donc ça, c'est sûr, mais à quel âge est-ce qu'on peut parler de sexualité aux enfants et leur parler du plaisir des corps et leur parler, à quel moment, ça peut être un sujet ouvert, sans Ça vi tabou, Ça vient tout naturellement, parce que le petit enfant, il ressent bien le plaisir des caresses. Mmh Le petit enfant, il se masturbe, mais ce mh. n'est pas encore de la sexualité, c'est juste du plaisir, parce qu'il y a au niveau des sexes, féminin comme masculin, quelque chose qui est fortement innervé. Donc, puisqu'il y a une innervation extrêmement dense, il y a du plaisir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plaisir qu'il y a sexualité. Vous voyez, c'est très, très, très différent. Et les petits-enfants, laissons-les se toucher, laissons-les découvrir le plaisir qu'offre le corps, sans encore sexualiser. Ah, c'est marrant, moi je vois pas forcément les choses pareilles. Enfin, je pour moi, la sexualité, j'ai l'impression que ce que vous comprenez là, c'est ce que vous mettez, peut-être que vous avez raison, hein, je dis pas qu'il y a tort, qu'il y a raison, c'est pas ça qui m'intéresse, mais quand vous mettez le mot sexualité, vous parlez en fait d'avoir un partenaire sexuel, Je parle de rapport de sexuel, rapport même si sexuel. même si, il y a quelque chose qui n'est pas avec partenaire. Vous voyez? La masturbation Voilà. qui a pour objectif quelque chose de l'ordre de la sexualité, c'est très différent de la masturbation du petit enfant, du bébé qui se touche parce que ça fait du bien. Ça ne s'appelle pas sexualité. Ce n'est pas de la vie sexuelle. Il y Ce a n'est pas de quelque chose. l'énergie sexuelle qui circule à ce moment-là? Ce n'est pas l'énergie Si, sexuelle? c'est de l'énergie sexuelle, mais pas de la vie sexuelle, vous voyez? Il y a de la vie quand il y a quelque chose, soit qui est de la relation, soit qui est une recherche de plaisir, parce qu'on a pigé que de ce côté-là, il y avait du plaisir plus intense et bientôt un orgasme. Mais au démarrage, les enfants aiment se caresser, les joues, partout, et puis il y a un moment donné où il y a la compréhension que le sexe, c'est un peu autre chose. Mmh. D'ailleurs, les parents vont dire:
Ah, mais tu as le droit de te toucher, mais fais-le dans ta chambre, pas en Mmh. public, pas devant les gens, pas au salon. Mmh. Et là, vous il va vous dire: «Ah bon, mais pourquoi je peux me toucher la joue, mais pas, me frotter le sexe? Pourquoi on dit à l'école, il faudrait que vous expliquiez à votre enfant que ça ne se fait pas, parce que ça devient quelque chose de problématique». Vous voyez, il y a un moment où nous, adultes, nous allons sexualiser. C'est nous qui sexualisons. Il y a un des psychanalystes qui s'appelle Ferenczi, qui avait parlé, de la différence entre la sexualité adulte et de ses premiers émois. Et il y a un problème de compréhension parce que l'adulte appelle sexualité ce qui n'est pas encore sexualité, ce qui est juste une reconnaissance physique de quelque chose de différent entre se toucher les joues et se toucher au niveau du clitoris pour une petite fille et du pénis pour un petit garçon. Vous voyez, il y a quelque chose qui va bouger dans, Mmh. la compréhension du plaisir que ça, apporte. Mmh. Mmh. J'avais Et jamais nous j'avais jamais envisagé, ça, donc c'est très intéressant. nous adultes, vous voyez, à un moment donné, nous éduquons nos enfants. Nous leur disons et c'est bien, hein, c'est très bien, nous leur disons: «Ça, c'est quelque chose qui est pour toi. C'est pas quelque chose qui est à faire en public» et d'ailleurs, si quelqu'un te touchait à ces endroits-là, eh bien, ça n'irait pas parce que ce n'est pas anodin comme te toucher les épaules. Mmh. Le massage des épaules et le massage du clitoris, ce n'est pas la même chose et Mmh. il y a quelque chose où nous allons entraîner chez l'enfant la compréhension, mais sans tabou, vous voyez? Sans dire: «C'est mal de faire», mais c'est une compréhension de ce qui est intime et de ce qui est collectif, de ce qui est privé et de ce qui est public et il y a ainsi, on peut laver un enfant, mais peut-être pas le masturber. Mmh. 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 Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, quels sont les messages qu'on peut, donner à nos jeunes filles, adolescentes ou jeunes adultes, pour essayer de contrecarrer un peu, tout ce dont on a abordé dans ce podcast, hein, tous ces messages où on dit à la femme qu'elle ne peut pas aller de l'avant avec ses désirs, où on dit à la femme qu'il faut qu'elle soit conforme à certains standards de beauté pour mériter, d'être désirée. Donc quels sont les messages qu'on peut dire à nos filles, quand on les envoie au collège ou au lycée ou à l'université? Alors, il y a de nombreux messages et ça va dépendre du niveau de communication que nous avons, avec nos filles, et nos garçons et j'insiste, nos garçons, avec nos enfants en général. Il y a des familles où on ne peut pas aborder quoi que ce soit de ce qui est de l'ordre de l'intimité. Alors la sexualité encore moins. Et il y a d'autres familles avec qui le dialogue s'est fait tel qu'on vient de l'expliquer là, depuis le plus jeune âge, depuis l'âge de bébé. Alors vous voyez bien, on n'est pas du tout dans le même monde. Moi, j'ai envie de dire, ça se construit au mieux en fonction de comment nous, adultes, nous sommes à l'aise avec nous-mêmes. Parce que si on a du mal avec soi-même, ça va être très, très, très compliqué, mais vraiment compliqué, d'avoir une communication qui ne soit pas, gênée Mmh. et donc j'ai envie de dire la première des choses, c'est connais-toi toi-même. Mmh. La première des choses, c'est soi avec soi. Est-ce que je suis gênée de penser, par exemple, à la sexualité de ma mère, hein, puisqu'on a dit tout à l'heure: «Mais pourquoi la sexualité des femmes de plus de 50 ans?» et cetera. Bah, tout simplement parce que aussi la sexualité des mères est quelque chose qui met toujours très mal à l'aise la plupart des personnes. Mmh. Donc on n'arrivera pas à penser qu'on reste femme jusqu'au bout de la vie, on aura du mal à parler avec nos petites filles et c'est cette chaîne de la vie, du bébé jusqu'à la grand-mère, Mmh.
qu'il y a à réintroduire. Parce que oui, nous sommes des êtres, à la fois avec une psyché et un corps, et dans le corps, il y a du sexe, et dans le sexe, il y a quelque chose de chaque âge. Ce n'est pas la même chose, le petit enfant et le vieillard, Mmh. Mmh. garçon ou fille. Donc la meilleure chose qu'on puisse faire pour nos enfants, c'est d'abord de nous soigner la relation qu'on a avec notre propre sexualité, que d'abord nous puissions être à l'aise avec cette dimension de notre être et ensuite, bah, déjà, ça se sentira. On envoie déjà des messages, comme ça à Bien nos sûr, enfants, bien sûr. et en plus on pourra en parler, autrement. On pourra en parler, Mmh. on pourra regarder autrement parce qu'il y a des regards, mais des regards qui tuent. Vous voyez, une petite fille qui est là à tournicoter avec sa petite jupette et cetera. Heu, il faut l'encourager à avoir envie d'être jolie. Il Mmh. faut l'encourager à s'apprécier. Mais si nous-mêmes, on est mal à l'aise avec nos propres, bourrelets, vous voyez, il y a un petit problème et c'est tout ça que j'ai envie de mettre, sur le même pied. Soyons à l'aise avec nos corps et nos sexualités. Soyons à l'aise avec la femme que nous sommes et le couple que peut-être nous avons et du coup, le message offert à l'enfant, il est verbal et il est aussi non verbal. Mmh. Si chaque fois que vous mangez un gâteau, vous avez l'air, de commettre un crime, vous voyez, vous ne pouvez pas dire à quiconque, fille, fils, ou amant, que tout va très bien dans votre corps. Vous voyez, c'est tout c'est toute une Mmh. chaîne, qu'il s'agit de reprendre, de cogiter. Mmh. Alors vous, vous êtes, psychanalyste. Quel rôle peut jouer, la psychanalyse sur ce genre de sujet? Pourquoi ça peut être important et comment ça marche? Bah, vous savez, moi, ça fait 30 ans que je travaille, le corps et la psyché. Parce que j'ai vraiment été, étonnée de voir à quel point on considérait que le corps, c'était une affaire de médecin et la psyché, une affaire de psy. Mais l'être humain, là-dedans, je me demandais bien où il était. J'ai beaucoup travaillé en chirurgie de l'obésité et je ne cessais de rappeler qu'on n'opère pas un estomac, on opère une personne avec une histoire, une personne avec un rapport à son corps, à sa sexualité, à sa nourriture. Donc, vous voyez, tout ça, c'est mon approche. Je pense qu'un psychanalyste a tout à fait une place prépondérante dans le rapport que chacun a avec lui-même et peut-être, si c'est au niveau du corps, que semblerait que tout aille mal, que ce soit le corps symptôme, que ce soit le corps qui est désigné comme allant mal, eh bien, nous, psychanalystes, allons pouvoir aider la personne à reconnecter derrière le miroir ce qui Mmh. a été dit, qui fait qu'elle est si mal à l'aise avec son corps. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants? Écoutons donc la façon dont les enfants se perçoivent dans un miroir. Parce que là, il y a peut-être beaucoup à corriger quand on les entend parler de à quel point ils sont moches. Parce que s'ils sont beaux, là, on laisse tomber et tout va très bien si l'image est positive. Mais lorsque les personnes sont en difficulté avec leur, image, oui, là, nous avons à écouter ce qui se passe, soit pour Mmh. nous-mêmes avec nous-mêmes, soit les autres. Donc le recours à un psychanalyste n'est pas bizarre finalement, puisque Mmh. les mots qui ont été dits, eh bien, on a besoin de faire un peu de ménage là-dedans. Mmh. Super, super, super. Bon, Catherine, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai envie de vous demander, où est-ce que les auditeurs et les auditrices peuvent vous retrouver? Je sais que vous avez un blog. Est-ce que vous pouvez nous donner les Et coordonnées de ce blog? c'est très, très simple parce qu'il suffit de taper mon nom, sur internet et soit il y a des articles, soit il y a des podcasts, soit il y a mon blog et on me retrouve très facilement en fait. Donc, je mettrai le lien de votre blog dans les notes du podcast que les personnes pourront retrouver si elles cliquent pour avoir accès aux notes du podcast. En tout cas, un grand, grand merci, Catherine, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt.
Bien écoutez, je vous retourne, le compliment. Ce fut un vrai plaisir parce que c'est, tout à fait spontané de pouvoir, creuser un peu un sujet puisque vous me dites: Ça m'intéresse». Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à écouter les 3 épisodes suivants. D'abord l'épisode 70, intitulé Être pérennial, rêver notre vie, quel que soit notre âge, avec Josiane Assmann. Ensuite l'épisode 75, La ménopause, une naissance à soi, avec Sophie Kuhn. Et enfin l'épisode 78, Génération Silver et Body Positive, avec Caroline Ida. À bientôt! Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.